Époque, le Salon des livres de Caen, 2021. Belle était l'invitation, s'échapper quelque temps, une promesse, une espérance, un présage. Soulever la chape, laisser la lumière apparaître, sentir le souffle du vent, quitter les lieux dits et communs, les lieux quotidiens et les liens. Le temps du voyage, pour se défaire des jours, courant à perdre haleine, le froid mordant les joues, l'amitié comme un baume. Ces vers d'Elvire Ribos, publiés dans la revue Lettres de Lémurie, m'ont paru être une juste présentation de notre rencontre. Bonjour Bruno Fern, bonjour Tiffaine Garnier, bonjour Johan Tomrel, bonjour Johari Ravalosson. Bonjour. Alors c'est vers vous que je me tourne, Johari, puisque vous avez fondé cette revue Lettres de Lémurie, qui souhaite sortir de l'insularité de la littérature du sud-ouest de l'océan Indien, je cite, autrement dire, la Lémurie. Qu'est-ce que la Lémurie, ce pays ou ce continent qui n'existe, comme dirait Mahmoud Darwish, sur aucun passeport? Oui, la Lémurie, effectivement, est un continent en même temps mythique et en même temps... c'est un continent qui a existé auparavant, qui a coulé. D'après le mythe, c'était une des deux lunes qui tournait autour de notre planète, qui est tombée à cause d'un géant qui voulait le donner comme jouet à son fils, et qui a fracassé la Lémurie. Et du coup, il ne reste... le continent... s'est fracassé et a coulé. Il ne reste plus maintenant que quelques îles du sud-ouest de l'océan Indien pour le représenter, c'est-à-dire Madagascar, La Réunion, les îles Comores, Maurice et les Seychelles. Et comme on voulait apporter un peu les littératures de là-bas ici, on s'est dit qu'ensemble, on pourrait plus facilement arriver au public d'ici. Et c'est à cause de ça qu'on a fondé la Lettre de Lémurie. Mais en même temps, cette Lémurie qui est mythique a déjà rassemblé pas mal d'auteurs dans les temps anciens. Et en même temps, donc, on veut être les continuateurs de cette tradition. Alors, donc, ce continent mythique, il tiendrait plus de l'Atlantide ou de l'utopie? Des deux. Des deux, parce que effectivement c'est un continent englouti comme l'Atlantide, mais en même temps, en fait, nos îles sont quand même éloignées les unes des autres, et parfois, enfin éloignées c'est relatif, hein, entre Madagascar et les îles Comores par exemple, il y a moins de 200 km, et entre La Réunion et Madagascar, il y a 800 km. Et donc, on est voisins, mais en même temps, on a une histoire commune. Parce que, par exemple, les Comores et Madagascar étaient très reliés dans le monde swahili entre le 5e et 10e siècle. Ça, c'était le monde ancien des navigateurs. Et donc, il y avait un lien entre les îles. Par exemple aussi, à La Réunion, donc, qui est une île qui a été peuplée qu'au XVIIIe siècle, au fin XVIIe, il a été peuplé par des Malgaches, et puis après, quand les Français sont arrivés, il y a eu... la traite des esclaves, et donc il y avait donc des gens qui ont été attrapés sur Madagascar et déportés à La Réunion. Et donc on a quand même des choses en commun, mais en même temps on a évolué différemment. Et parfois on a l'impression que
Paris nous relie plus, les Comoriens, les Malgaches et les Réunionnais. On se retrouve plus à Paris qu'entre nous dans nos îles. Donc en ça, c'est un peu utopique de créer un lien nouveau. Ouais. Ouais. Alors, vous parlez d'une inversion de la perspective coloniale, faisant de nos îles du bout du monde l'origine. Qu'est-ce à dire? En fait, ça revient à parler de Jules Hermann, donc, qui a révélé les mystères de la Lémurie, notre unité, en fait. Et Jules Hermann, donc, c'est un auteur du 19e siècle réunionnais qui a voulu, donc, qui a imaginé cette unité entre les îles. Et comme tous les auteurs de la marche, en fait, il y a une sorte de complexe qui se dit, lorsqu'on écrit dans ces marges du monde, comment peut-on être entendu et, les voix passent difficilement. Et lui, en recréant le mythe de la Lémurie, il s'est dit, voilà, l'origine du monde, c'était ici. C'était ça qu'on voulait rappeler. Donc vous avez fait passer des îles au statut de continent et la marge au statut de centre et d'origine. C'est tout à fait utopique, en effet. Alors, comment est-ce que vous sélectionnez les textes qui composent le numéro de la revue, ou je dirais même le recueil de textes? Oui, merci de parler de recueil de textes, parce qu'en fin de compte, c'est une revue qui publie des textes de divers auteurs. On publie à chaque numéro 24 auteurs de 5-6 îles différentes, même plus 7 îles différentes. Et chacune de ces îles ont leur propre histoire, leur propre littérature, leur propre langue également. Le français nous unit certes, mais il y a aussi les littératures dans les langues de ces îles-là qu'on prend et qu'on traduit en français. Donc dans chaque numéro, on a des textes originaux en français, mais aussi des textes originaux dans une langue autre. Ça peut être le malgache, le shimaoré, le créole mauricien ou le créole réunionnais, mais traduit en français. Et donc, ça pourrait faire... c'est assez... présenté comme ça, on dirait que c'est hétéroclite, mais en même temps, on essaie de rechercher un film mystique, là c'est le cas de le dire, qui relie ces textes. Et donc, comment on les sélectionne? D'abord, on a une contrainte c'est qu'on veut représenter toutes les îles, donc des nombres limités pour chaque île. Et aussi, on demande des auteurs un certain engagement dans la littérature. C'est-à-dire qu'on... Nos auteurs, il y a des auteurs qui sont connus, qui sont publiés déjà dans des maisons d'édition connues. Et puis, on a aussi comme ambition de montrer les jeunes littéraires qui n'ont jamais été publiés. Donc, il y a une proportion à respecter. Sur les 24, il y en a à peu près 6, 7, 8 auteurs qui n'ont jamais publié. Et donc, l'engagement littéraire, on exige des textes assez construits, assez longs. Donc, si la plupart des revues, surtout dans les revues où on publie de la poésie, on peut publier un ou juste 2, 3 poèmes. Nous, on exige une quantité, en fait, entre 10 000 et 20 000 caractères. Donc, c'est assez important. C'est presque un petit recueil de poèmes, en fait, qu'un auteur publie. Alors vis-à-vis de ces jeunes auteurs, comment est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes une espèce de parrain, de conseiller? Quelle attitude vous avez envers eux? Non, pas conseiller. Oui, peut-être on se rapprochera du parrain, parce que
moins de conseiller parce que en fait, je ne me sens pas expert, donc pour conseiller, c'est difficile. En fait, c'est vraiment des coups de cœur. C'est des coups de cœur. On est un petit comité de lecture. On est 4 personnes. Et lorsqu'on reçoit les textes, chacun lit et puis après, on discute de nos coups de cœur sur ce qu'on a aimé ou pas. Hein, Alors, à propos de coups de cœur, est-ce que vous pourriez nous faire entendre justement les voix que vous avez sélectionnées? Alors, je voudrais faire entendre Sandoun Ben Ali. Sandoun Ben Ali, c'est un auteur anjouanais. Donc, c'est une île de l'archipel des Comores. Je l'ai connu il y a longtemps déjà, en 98, lorsqu'il venait de publier un recueil de poèmes qui s'appelait Testament de transhumance chez Grand Océan. Grand Océan, c'était une maison d'édition réunionnaise qui a continué aussi l'œuvre de Jules Hermann, donc, qui a plus ou moins inventé la lémurie. Donc cette idée, le texte où Jules Hermann a parlé de la lémurie, ça s'appelait Les Révélations du Grand Océan. Donc cette maison d'édition, vraiment un continuateur de l'idée lémurienne. Et donc Sandoun Ben Ali est un auteur de cette veine. Vraiment, donc c'est un des auteurs qui ont continué cette idée lémurifique. Le texte que je vais lire, donc, ça s'intitule « Sur les routes, nous sommes seuls ». Cette conscience étrange, nous ne l'avions pas. Les yeux trempés dans les autres, langage sans finitude. Cette conscience informulée dans nos langages peut être faiblesse, peut être naïveté. Et ici, vous êtes. Esprit de flûte, cadence lancée, sur plaine étale, sans horizon, coloré de vagues, de nuages précipités. Parfaites ailes de l'air ondé, chargées pour la pluie. Le seul qui voit, Mustang mal habillé, présence du chant, le chant nommé comme l'ouvert, échappe aux mots. Au vol du volcan, reste un souffleur, un cœur de bois mort, qui s'élance, lance, qui s'inscrit et peine, garde la vieille peine. Dans un bref moment où chacun tombe dans une mer humaine, sans ressemblance, la foule éternise l'effacement à jamais. Sur les routes, nous sommes seuls, brindilles dans une crue. Je vous rejoins seul entre les carrefours, dans les urnes de miel. Miel de femmes voyage sur les trottoirs, soie précieuse de nuit. Encore tombée, grain après graine, comme désagrégation infinie. On redoute la perte, on voyage dans les nus, on ne regarde personne. Sandoun Ben Ali. Merci. Alors pour ce numéro, vous êtes non pas auteur, mais traducteur. Vous traduisez la nouvelle Adoration de Rija Al-Jona. Donc vous êtes traducteur, médiateur, passeur de culture. Vous avez traduit dans les deux langues, puisque vous avez traduit un conte normand en malgache et traduit un conte malgache en français, ce qui s'appelle L'origine des marais et les trois bêches, que mon fils connaît par cœur. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler davantage de votre travail de traduction? Est-ce qu'on peut parler d'une création ou d'une recréation? Waouh, c'est très présomptueux. En fait, j'ai appris à traduire avec les contes
avec ces contes. Donc c'est toute une collection, hein, la collection de Dodo Bonimenteur de Dodovol. On a un peu plus de 30 albums de contes, que ce soit des contes français ou des contes malgaches ou des contes sénégalais. J'ai traduit les contes malgaches en français, les français en malgache. C'était une nécessité de notre maison d'édition qui voulait emmener des livres aux enfants malgaches et en même temps faire connaître ces contes-là aux enfants d'ici. Et donc, c'était nécessaire de faire la traduction. Et donc, j'ai été amené à faire la traduction un peu comme ça au départ, sans avoir appris à traduire. Mais il fallait le faire, il n'y avait personne. Je l'ai fait. Et au bout de cette collection, je me suis mis aussi à traduire des romans du malgache vers le français ou du français vers le malgache, parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Alors vous m'avez dit et c'est vrai, c'est presque un second métier maintenant. Oui, vous ne vouliez pas traduire de la poésie? Parce que je ne suis pas poète moi-même. Encore une fois, c'est peut-être toute ma vie qui s'explique par ces coups de cœur. Je ne fais les choses que j'aime bien, en fait. J'aime bien un auteur, j'aime bien son livre, et j'ai envie que d'autres les connaissent. Donc, pour les malgaches, pour les romans malgaches, par exemple, c'est vraiment... il n'y en a pas. Il y en a pas. Le premier roman traduit en français, à part quelques romans anciens, et puis il y avait un poète dans les années 30, Jean-Joseph Raberville, qui écrivait dans les deux langues. Et donc qui est susceptible d'être reconnu en France. Mais les romanciers qui m'ont éveillé à l'écriture quand j'étais jeune sont complètement inconnus ici. Chez Dodovol, donc on a sorti une traduction l'année dernière, Emilson Daniel Angemalal, un auteur que moi j'ai connu au lycée et que je trouvais super. Et quand je parle de mes romans en général ici, j'ai envie de rappeler les textes de ce monsieur. Et puis bon, les gens ils m'écoutent gentiment, mais bon, ils ne connaissent pas qui c'est. Et donc j'ai traduit un de ces romans. Là, je suis en train de traduire un deuxième en ce moment. La situation en fait sanitaire en ce moment, les confinements, tout ça, contrairement aux autres, m'empêche d'écrire. Et du coup, la traduction est un travail, je trouve, qui va bien, parce que ça me donne... c'est un chemin de fer déjà tout tracé, j'ai plus qu'à suivre. Je suis plus tranquille. Et donc, en ce moment, je fais beaucoup de traductions. D'accord. Alors, merci. Donc, pour rester dans la veine de la traduction, la revue TXT propose un texte sur la traduction de Ricardo Domnech, de la traduction en tant qu'exercice érotique. Je pense que ça va vous parler. Je traduis les textes du beau poète. Et c'est comme si je caressais ses jambes, comme si, érotisé, je mesurais ses muscles, de mes yeux et de mes mains, la charnure de son style dans l'extension de sa chair, dure, raide, ses métonymies bandantes, les paumes sur le thorax de ses métaphores, le vide d'un O comme l'orifice qu'on ne peut pas trahir, le point sur le i comme la première gouttelette à jaillir. Donc, on a ici une théorie, une pratique de la traduction, mais on a aussi des traductions. Je vous en donne, donc des traductions en italien, en latin et en breton. Contenta di essere qui, elle se contente de serrer les cuisses. Piazza del Popolo, pizza au poulpe. Spiritus promptus est. L'alcool monte vite. Postpartum.
Et hop, partouze. En breton, Penarbed, Penaroli. Alors, il semble que la revue TXT ait inventé un genre, celui de la traduction. Comment le définir, Bruno Fern? Eh bien, en fait, il ne l'a pas inventé. Cette pratique de la traduction a été inventée par Pierre Le Pilouer. Alors, Pierre Le Pilouer, c'est vrai qu'il a un lien fort avec TXT, puisqu'il fait partie des textiens historiques, c'est-à-dire de ceux qui ont animé la revue jusqu'à ce qu'elle cesse le premier temps de la revue qui a donc duré de 1969 à 1993. Mais lui, il l'a inventé, si je ne fais pas d'erreur, hein, vous me le dites, Tiffaine et Johan, à propos d'un livre qu'il a justement traduit, un livre de Raymond Federman, qui est un auteur américain qui nous est cher, hein, qui figure d'ailleurs dans le TXT, là, dans le dernier TXT. Et en fait, c'est une façon de traduire en tenant beaucoup plus compte du son que du sens. Voilà, ce qui explique les bizarreries que vous avez pu lire tout à l'heure. Et même en évacuant totalement la question du sens. Contrairement à la traduction, on essaye justement de garder au maximum les mêmes sons sans tenir compte du sens. Donc il y a une vision de la poésie derrière cette pratique qui peut paraître un peu potache. Johan Tomrel. Une vision de la poésie, je ne sais pas. En tout cas, il y a une forme de désinvolture, je dirais, et une sorte de drôlerie évidente qu'on peut entendre peut-être dans ce que vous venez de lire. Mais, et puis, peut-être je peux ajouter une prise en compte de l'aspect sonore, de l'oralité, qui, dans nos pratiques respectives aussi, est vraiment une sorte de matérialisme verbal, quoi. Donc là, la traduction, elle pousse à bout ce principe-là de primauté de l'oralité. Alors, Tiffaine Garnier, vous citez explicitement Catulle comme la source de plusieurs de vos poèmes dans Configure. On est pourtant loin de la version latine. Je vous cite. « Vitam impendere, vite apporte-moi amori, ton âme aussi, pas des moutards ». Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une lecture de cette adaptation de Catulle? Alors, les textes qui sont donc écrits à partir de Catulle, ce sont vraiment des traductions, puisque j'ai repris le principe, mais là sur des poèmes entiers, donc vers à vers, essayer de coller au son du latin en évacuant le sens. Donc, je peux vous donner un exemple, donc avec la traduction du poème 32 de Catulle, qui commence par Amabo, mea dulcis ipsitilia, meae deliciae, mei lepores. Et donc la traduction. T'aimes bien les pestilences, ma dulcinée, mes déliquescences, mes léproses, je baie, à tes jus, miam, veux tes atomes merdeux toucher, si je serre le joug, tu dis oui à tout. Quitte pas le lit étroit, j'observe ton âme, belle, et ta bouille à force de boire béate. Snob cédant à paresse dominicale, incontinent tes mains genoux au new futon. Si j'agis ainsi, c'est aussi pour jouir assis. Papote suspendons, et sitôt nu soupons. Pour ton dos, ta l'arnica et truc palliatif. Voilà. Alors, donc la traduction en soi, c'est une contrainte assez forte. Et là, en plus, je me suis imposé la contrainte métrique, puisque ce sont des alexandrins, et la rime. Voilà. C'est un peu le principe de tout ce livre, de se poser comme ça des contraintes fortes qui sont assez variées d'un texte à l'autre. Ça peut être l'écriture à partir de tableaux, des contraintes métriques très particulières. Enfin, il y a toutes sortes de contraintes diverses qui permettent à l'écriture
de se surprendre elle-même. Moi, j'ai Oui, parce besoin que de... On a un recueil quand même très, très audacieux, et pourtant cette liberté, cette libération de la poésie passe par des contraintes, mais qui ne sont imposées que par vous-même. Exactement. C'est un besoin que j'ai, ou en tout cas que j'ai eu dans ce recueil, d'avoir ces cadres-là posés a priori, parce que autrement, sans ces contraintes ou sans ces modèles formels, l'écriture elle reste assez banale, et l'expérience dont elle émane se dit dans des banalités ou des lieux communs. Et en fait, c'est plutôt assez rassurant d'avoir au départ des contraintes qui vous forcent à sortir de ce qu'on aurait naturellement écrit. Donc des contraintes, des alexandrins, des rimes, de la poésie antique. Alors si on faisait un saut, si on passait de Catulle au Marquis de Sade, est-ce que vous pourriez nous lire, peut-être à deux voix, comment vous réécrivez la correspondance de Sade à sa femme? Alors oui, donc là Tiffaine c'est Garnier et Bruno Fern. un texte qui est construit par prélèvement dans la correspondance de Sade, comme vous l'avez dit. Ce qui m'amusait, c'était la confrontation entre les mots doux et puis l'inverse, les insultes parfois terribles. Donc ensuite, un peu réécrit, enjolivé. Donc on va lire avec Bruno. Merci. Apportez-moi, Ma délicieuse, marquise de l'air, ô visage, des animaux, j'ai un besoin de chien-dent barbouillé, extrême. Vous, m'avez écrit grandes lettres, ma tartelette, bien bête, vieille allumette, ma savoureuse petite omelette, troisième corne de la tête du diable, mon paix de nonne, mon insoutenable monotone ma pommade de moelle, de propos insipides. de bœuf, mon œuf meurette, Arrête du dos de la baleine, ma crevette céleste, de Jonas, savate de maquerelle, bulle de mon cidre, sale groin de pomme, ma compote de figues, cuite si votre esprit mon pâté d'anguille, est stérile, tant pis pour vous. rillette de ma diète, Vous aigrissez atrocement. première fraise de mes Mon pensées, caractère, je vous rosserai. mon bulot flambé, ma succulente, Molle citrouille, crème au café, ma divine prunelle, confite dans du jus de punaise, au vin, ma meringue, figure de morue, cessez. ma pâte de guimauve, Vos gribouillages, par pitié, mon macaron, mon sirop, n'en écrivez pas si long. d'orgeat, mon ratafia, De votre dégobillage, mon petit pot de beurre de Bretagne, imbécile, j'ai la plus fière. au lait de poule, Indigestion, quelle platitude. mon gros biscuit de Savoie, Ah, que j'en rougis pour vous. glacé tout autour dessus, Tout est dit, tout est blasé, et dessous, fourré chocolat. tout est émoussé. Tant que vous y êtes, apportez, Sangle pourrie, moi, votre âme, du baudet de ma femme, car j'ai grande envie, échalas de la vigne, en honneur de Noé, de vous voir, venez vite, me dire. adieu, merci. Alors Tiffaine Garnier, Configure, le titre de votre recueil est très bien trouvé. On a l'impression que le livre en lui-même est une exploration de tout ce que l'on entend dans Configure. Est-ce que vous proposez une espèce de définition de la création poétique à partir de ce texte, de ce titre? Alors, depuis que j'ai posé ce titre, j'ai un peu réfléchi à ce qu'on pouvait mettre derrière. Et de fait, au départ, dans Configure, il y a l'idée de rassembler des figures. Et ça, c'est toute la partie, l'aspect intertextualité, source, pas seulement littéraire, mais pictural, beaucoup d'emprunts aussi à la culture populaire. D'ailleurs, au départ, tout le livre devait être une réécriture de l'almanach de Michel Le Jardinier. C'était le projet de départ. Ça a un peu dérivé ensuite vers plein de choses. Voilà. Donc, ce livre, en effet, rassemble des figures qui préexistent, donc beaucoup de figures féminines ou figures du couple, dans des poèmes ou des tableaux.
Mais l'action même de configurer, pour moi, c'est l'action ou la définition de l'écriture. Puisque l'écriture, c'est ce qui va donner une forme à ce qui, au départ, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, est assez informe. C'est la matière brute du vécu, de l'expérience, donc des pensées flottantes, informes, des sentiments, des sensations, tout ce magma qui préexiste. Et l'écriture, elle vient justement configurer cette masse informe. Et elle le fait dans ce livre grâce à des figures qui préexistent. Donc ces figures-là sont en quelque sorte des outils pour donner forme à de l'informe au départ. Et puis bien sûr, la consonance configure, confiture m'amusait beaucoup. Et en fait, la confiture, c'est toute une série d'opérations qui, à partir d'une matière de départ, va complètement la transformer. Donc ça aussi, ça rejoint ce que je dis de l'écriture comme toute une série d'opérations qui va métamorphoser le matériau de départ. C'est un peu comme une version prosaïque de l'alchimie, la confiture. Oui, exactement. Ça correspond très bien. Pour revenir à TXT, on a beaucoup parlé de forme, mais il ne faut pas oublier l'engagement. On lit dans les pages collectives de TXT une volonté claire de s'engager dans les défis du XXIe siècle. Je lis donc « TXT s'engage pour la reforestation. Pour chaque numéro vendu, la revue s'engage à planter un bébé bambou. De facto, la revue a déjà contribué à replanter plus de 93 millions de poupous à travers le monde. Une conscious attitude qui ravit nos amis les animaux. Avec TXT, les petits pandas chouchous disent oui à la poésie. » Deux points d'exclamation. Alors, au-delà de cela, y a-t-il un manifeste collectif dans cette revue, Johan ? Ce qui est peut-être manifeste dans la manière de faire et dans l'exemple que vous venez de donner, c'est plutôt l'idée d'écrire collectivement et anonymement d'ailleurs, même si les contributeurs sont nommés quelque part, mais on ne sait pas qui a écrit quoi. Et le numéro que vous avez en main est entièrement ponctué de pages écrites de la sorte. Et ça, je pense que c'est assez singulier. Ça raconte quelque chose d'une volonté de faire ensemble et de sortir peut-être d'une logique octoriale très marquée. Et c'est quelque chose, je crois, un aspect de la revue auquel on tient beaucoup. Donc la revue, pour nous, c'est un espace de laboratoire, un espace de travail, d'essai, mais c'est aussi, et ces pages-là l'affirment fortement, je crois, un espace collectif. Les revues, c'est d'abord ça, c'est d'abord du faire ensemble, de l'écrire ensemble, et je crois qu'on va assez loin là avec ces pages. D'ailleurs, certains textes sont vraiment écrits, enfin souvent écrits à plusieurs mains. Enfin, on se corrige, on se repasse les plats. Voilà. Donc, TXT donne aussi, il me semble, à lire, à entendre la prose du monde présent et donne à voir sa vérité sinistre. C'est notamment ce qu'on lit dans le texte de Paul Maurice, qui a vraiment retenu mon attention. Est-ce que vous pourriez le lire à deux voix, au moins le début, s'il vous plaît ? Slogan. Pas de monde réel, mais des mondes vrais, à disposition, à volonté, pour enfin vous épanouir.
nous vous offrons à nouveau l'enfance des mondes merveilleux, spécialement conçus à votre ergonomie. Nous mettons les outils à votre disposition. Construisez votre paradis. Nous vous fournissons les outils par lesquels vous êtes l'épicentre du monde, selon lesquels vous êtes vous-même, tout un monde, fluide et sans limite. Au sommet du néant, la prodigalité est dans la main invisible, automatisée et généreuse. Votre main se confond avec celle de Dieu. Vos doigts se touchent en fendant les nuages. Une révolution perpétuelle, toujours plus spectaculaire, la vitesse des innovations, plus rapidement obsolète, mais pour un divertissement accéléré. La main invisible l'est véritablement. C'est magique. Même le contremaître est volatile. La manager est translucide. Le bureau des plaintes est dissous. La souffrance n'existe pas. L'injustice est impossible. Rejoignez la communauté du bonheur. Alors, si je vous ai demandé ce texte-là, c'est que j'avais l'impression de voir un total effacement justement de l'instance octoriale qui donne à entendre la prose du monde contemporain dans tout ce qu'elle a de plus aliénant, et en même temps une réelle vision, une vision qui se dégage, qui est signée par un auteur, mais qui semble engager quand même toute la revue, et que le jeu sur le langage est lui-même une espèce d'épreuve. Johan Tomrell, vous aviez dit qu'on pouvait se rouler dans la poésie, mais qu'elle n'était jamais indolore. J'ai dit ça? Oui. Alors, Bruno Fern, on lit sur votre page Wikipédia, il travaille au corps, la langue, pour en extraire tous les possibles. Est-ce que cela correspond à l'idée que vous avez de votre pratique littéraire? C'est un objectif. Après, c'est une ligne d'horizon. Voilà. C'est-à-dire que plus on avance, plus ça recule. Mais ça rejoint en fait ce qu'a dit Tiffaine tout à l'heure sur son travail. C'est-à-dire le fait de considérer la langue dans toutes ses dimensions, aussi bien sémantique que sonore, rythmique. Voilà, pour moi, c'est ça. Essayer de tenir tous les fils en même temps. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter et nous lire le poème Citant que vous publiez dans le numéro 34? Alors, c'est un poème qui est un hommage en fait à Philippe Boutibonne. Philippe Boutibonne, je vais quand même le présenter un petit peu avant, c'est un Canet. Je peux dire c'est une figure de Caen. En tout cas, ça devrait l'être depuis des décennies. Il est ancien professeur de microbiologie à l'université de Caen. Et par ailleurs, il est plasticien. Il a un travail de plasticien très, très important. Et également écrivain. Il a publié notamment un livre que je trouve essentiel qui s'appelle Le Beau Monde et qui a été publié aux éditions Nous il y a déjà quelques années. C'est un ami. Ça, je dois l'admettre dès le début. C'est notre ami d'ailleurs, à Johan et à Tiffaine aussi. Et c'est un textien historique, c'est-à-dire il fait partie de toute la bande qui a animé TXT, comme je le disais tout à l'heure, entre 1969, dans sa première période, entre 1969 et 1993, puisque ça fait 3 ans maintenant qu'avec Johan et Tiffaine, on a pris le relais. On a pris le relais après une première résurgence de la revue qui a été faite notamment par les textiens historiques, dont Christian Prigent, Jacques Demarque, Jean-Pierre Verhaegen et Philippe Boutibonne en faisaient partie. Et donc mon texte, en fait, il est conçu de façon très simple. C'est un peu le principe de l'acrostiche, sauf que là, j'ai fait un découpage syllabique. J'ai repris le prénom et le nom de Philippe, et donc Philippe Boutibonne. Et le texte va d'une syllabe à l'autre, en s'enchaînant. Fi, d'elle à lui-même, autant qu'à une Ophiure, tous deux fichus au monde, du moins au présumé tel, qui excède au final la fiction pure. Lit, mage en lieu et place de gouffre, d'espace allitéré dans son terrier, s'altère jusqu'à passer illico à la trappe, au travers, comme on dit, ne sachant pas mieux vivre sans aucune exception, du style caillou, genou, pou,
bout, clant sa toile, la tissant en pointillés, en pointe extra fine au fil entre les doigts, en les tenant d'un bout d'un seul, en drôle de whist qu'il est, rebondissant tout en chopant au vol de quoi en avoir de bonnes, à rien qu'au bord des lèvres, à faire tomber en ligne lancée contre le fond en décomposition inédite pour trombone et orteil, où peut se lier le nom. Merci. Alors, Johan Tomrell, vous parlez de poésie-action. Pourquoi ce mot action ajouté au mot poésie ? En tout cas, ce qui marque fortement l'histoire de TXT, c'est une certaine pratique de l'oralisation, de la lecture, de la mise en voix des poèmes. La plupart des poètes qui ont fondé cette aventure, qui l'ont fait vivre, ne se contentent pas d'écrire. Ils ont tous une pratique de lecture à haute voix. Et c'est un élément assez important, assez essentiel de leur travail. C'est d'ailleurs moi comme ça que je les ai rencontrés. C'est vraiment en assistant à des lectures que j'ai rencontré ce type d'écriture qui parfois m'impressionne plus lorsqu'elle est dite que lorsque je la lis sur du papier. Et je trouve que c'est toujours très très important d'aller voir, d'aller écouter ce que font les poètes de leurs textes avec un micro ou parfois même avec certains objets, ce qui m'arrive parfois quand je fais de la poésie action. Je sais pas, par exemple, il m'arrive d'utiliser des chewing-gums un peu particuliers comme les Fritzi Pazzi, qui sont des chewing-gums qui crépitent comme ça dans la bouche et qui produisent un son. Ça peut être par exemple une chose qui m'intéresse. Mais la poésie action, moi j'aime bien dans l'idée de poésie action, il y a l'idée que donc le poète lui-même vient actionner quelque chose avec son texte, avec son corps, avec peut-être aussi une gestuelle, évidemment sa voix, et parfois donc il y a des choses qui peuvent s'ajouter, des objets, ça peut arriver. On dit que donc le poète travaille au corps la langue, comme on disait tout à l'heure, mais c'est aussi la poésie qui vient travailler le corps lui-même du poète et qui engage le corps du poète via ce travail sur le corps de la langue. Alors, j'aime beaucoup le texte de Sonia Chiambretto. Est-ce que vous pourriez en faire une lecture, Johan Tomrell ? Oui, je veux bien essayer, si vous me le passez. Merci. Donc, c'est un texte de Sonia Chiambretto qui s'intitule « Bon sang ». On devient agressif, presque fou. Tu as vu mes bras ? Tout ça, c'est cousu. Tu as vu ma tête ? Tout ça, c'est cousu. Si je te montre ma jambe, elle est brûlée. Si je te montre mon ventre, tu vas avoir peur de moi. Tu ne me demandes pas pourquoi ? Tu sais, j'ai honte de te demander des choses. J'ai beaucoup marché. J'ai passé la Libye, la Turquie, la Grèce, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne. En Allemagne, la police m'a pris en photo. À gauche, à droite, va par là. Tu sais pourquoi ils ont fait ça ? En Turquie, on m'a pris mes empreintes. En Grèce, on m'a pris mes empreintes. En Hongrie, on m'a pris mes empreintes. À Belgrade, on m'a pris mes empreintes. Si toi, tu ne veux pas être un Dubliné, tu dois cramer le bout de tes doigts. Amal, il a fait ça, il a cramé ses doigts. J'ai beaucoup marché. J'ai passé la Libye, la Turquie, la Grèce, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne. Je suis fatigué. Je suis très fatigué. Je suis trop fatigué. Nous sommes tous très fatigués. Nous sommes fatigués d'être fatigués. J'ai soif. On a très soif. Le bébé aussi a soif. Je n'ai pas la force. Personne n'a la force. Jusqu'au moment où j'ai dit « je ne marche plus ». Jusqu'au moment où j'ai dit « je vais dormir là ». Si c'est toi qui dormais comme moi,
Le matin, c'est ton cadavre qu'on va trouver. Tu me demandes pas pourquoi? J'ai beaucoup marché. J'ai passé la Libye, la Turquie, la Grèce, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne. Quand tu te reposes, la police va t'attraper. Elle va te mettre dans une petite prison à côté de la gare. Toi, tu vas attendre et un matin, ils vont te faire retourner chez toi. Et il faudra tout recommencer, à zéro, encore, chercher des sous, toujours. Il faudra retourner dans la mer, il faudra retourner dans les camps, avec le froid, le noir, les bêtes, la drogue. Je n'ai plus la force, je suis fatigué, je prie le Dieu, je ferme les yeux, bon sang. On est rentré dans le camp de Samos, le plus grand camp d'Europe. On est arrivé dans la nuit en Zodiac par la mer Noire. Les Grecs veulent nous déporter en Turquie. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous ou quoi? Les Grecs nous donnent des vêtements, de la nourriture. Les Grecs nous font monter dans un bus. Les Grecs nous amènent jusqu'à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent en bus à la frontière grecque. Bon sang. Les Grecs nous prennent, ils nous amènent en bus à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent en bus à la frontière grecque. Les Grecs nous prennent, ils nous ramènent en bus à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent en bus à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent en bus à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Bon sang. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Bon sang, les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent en bus à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent en bus à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Bon sang, les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. Les Turcs nous prennent, ils nous ramènent à la frontière grecque. Les Grecs, ils nous prennent, ils nous ramènent à la frontière turque. J'ai passé 10 ans en Turquie. Merci d'avoir porté ce texte, nous avoir fait entendre ce voyage au bout de la nuit. L'oralité, la déstructuration de la langue, le débordement formel, l'ironie, la noirceur, la réécriture des grands auteurs comme on entend Céline, comme Céline qui réécrivait de manière parodique un extrait de Montaigne. Alors l'influence de Céline est visible chez vous, notamment vous, Johari, en tant qu'auteur, en tant que lecteur. Oui. En fait, c'était comme une permission d'écrire. Mon français est une langue seconde que j'ai appris à l'école. Et à l'école aussi, on lit que des classiques. Et quand j'ai lu Céline, je me suis dit, en fait, on peut écrire comme on veut. Et c'est ça qui m'intéressait. Ce langage juste parlé et comme on a envie, en fait. C'est-à-dire qu'on a une prise sur la langue, et aussi cette prise sur la langue donne une prise sur le monde, hein, comme on vient d'entendre dans le texte de Sonia à l'instant. On a vraiment une prise sur le monde à travers ce travail strictement formel qui n'est pas qu'un pur jeu, qui n'est pas qu'un pur jeu de langage. Alors, comme on a ouvert la boîte de Pandore Céline, peut-être on pourrait rappeler Céline en lisant Week-end à Meudon dans le dernier numéro de la revue TXT. Tiffaine, est-ce que vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît? On va le lire à deux voix. Posez vos valises dans ce typique pavillon de banlieue, si sur les hauteurs joliment boisées de Meudon. Vue imprenable sur la Seine et ses péniches. L'après-midi du samedi, conférence littéraire du professeur Y. En soirée, animation au jardinet, stand de casse-pipe, massacre de Bagatelle, le Guignols Band de Ferdinand, ballet classique avec la belle Lucette.
Jusqu'au bout de la nuit, vous vous laisserez aller à votre métro émotif personnel. Bébert le chat vous fera fête. Mou, fourni. Le lendemain, lecture musicale dans une tranchée creusée par vous-même, selon une méthode datant de 1914, avant de rejoindre le passeur privatif Caron qui vous attendra au bord de l'eau pour une virée en pédalo. Chiens admis, même qui bavent. Contrainte, il faut sortir les poubelles. Israélites non souhaités. Voilà, bon, on a fait vraiment un tour, un voyage au bout de la nuit. On a vu la Lémurie, on est allé dans les îles grecques en Turquie, on arrive à Meudon. Peut-être qu'on pourrait déposer les valises pour finir à Caen. On avait commencé cette rencontre par un extrait d'Elvire Ibos. Est-ce que, Johari, vous voudriez nous lire un extrait d'Elvire Ibos, s'il vous plaît? En fait, c'est pas d'Elvire Ibos, mais ça va vous rappeler quelque chose. Ça s'appelle Saint-Tri seconde de Nicolas Géraudou. J'ai hérité les langues des invisibles. Je ne saurais dire comment. Cela ne vient pas de moi, mais manifestement étranger, au point de m'avoir effrayé au premier début. En vérité, ces langues des fantômes, je les écris. Je ne les parle que par exception. Dans ce cas, le plus souvent, je prends soin de ne m'adresser à personne. Le vieux monde du camp affirme à qui veut l'entendre que les paroles en langage proviennent des pierres dressées au bord de la ravine, qui portent Betimsak, Espedi, Nasgomira, Titatan, Ben Ibrahim, Vazim, Mayama, Kalanour, Nyangé, Dalamboué, le cortège des anciens dieux, esprits Razan et Zanar, les murs, Dzin, fantômes prophétiques qui ont migré sur cette terre avec les vivants, que cela me plaise ou non. Ceux-là aussi ont dû s'entendre, faire négoce de mots sous le tamarinier qu'on écharpe de rouge, enfiler les perles que je porte au poignet, ce qui restera tangible de mes ascendants, au moment où je m'apprêterai au devenir ancêtre. Voilà tout mon bagage d'armes, à défaut de premiers noms gravés sur des roches martelées. Je crois pour moi que les voix viennent aussi des livres et de la poussière soulevée dans la caverne de l'enfance. Mais je n'en ai rien dit au vieux monde. Je vous remercie. Donc, après ce tour, on peut déjà penser à l'après, l'année prochaine, un autre salon du livre. D'ici, pour l'année à venir, quels sont vos projets de création ou d'édition à venir? Johan Tomrel. On prépare un prochain numéro de la revue, TXT. Je ne sais pas si la parution annuelle... Alors, oui, la parution, normalement, est prévue pour le mois de novembre, aux éditions L'Urlure, qui accueillent la revue depuis le numéro 34. Un éditeur qui s'est installé à Caen il y a quelques temps, et qui est un formidable éditeur canet. Courageux. C'est courageux de publier une revue. En effet. Tiffany. Et puis, toujours chez L'Urlure, on prépare un second volume de traduction. Donc, on avait publié avec Christian Prigent les pages Ross en 2015, donc un volume de traduction du latin. Et là, le volume 2 s'attaque à d'autres langues, des langues vivantes. Enfin, les pages Ross 2. Et vous, Johari, donc le déconfinement annonce un retour de la création. De la normale. Oui. Oui, donc il y a les lettres de Lémurie, comme c'est une revue annuelle, ça paraît à la Pentecôte, donc il vient juste de tomber. Et puis, ça y est, je projette un nouveau roman. Je commencerai, j'espère, à écrire mois de juillet, fin juin, mois de juillet. On verra. On espère vous lire de fait au plus vite. Merci. Merci à vous quatre. Merci. Merci.
Époque, le Salon des livres de Caen, 2021.